On est avec Jean-François Caron, 9 fois l'homme le plus fort au Canada, puis présentement troisième homme le plus fort au monde. Salut Jean-François, Salut, ça va bien? ça va bien toi? Super. Ben écoute, tout d'abord, on va parler un petit peu de ton sport parce que bon, il y en a plusieurs qui pensent sûrement que c'est juste lever des poids ou une barre avec une charge, mais en fait, c'est beaucoup de types d'épreuves très différentes là, les unes des autres. Oui, ben, les hommes forts, ça regroupe, je te dirais. Je pense que dans ma carrière, j'ai dû essayer au moins une cinquantaine d'épreuves différentes. Il y en avait des meilleures que d'autres, disons, mais c'est un parc d'épreuves assez très complet. Puis, en général, une compétition va renfermer de 5 à 8 épreuves. Oui. Puis donc, de ton côté, ta carrière d'homme fort, elle a commencé en 2004 au championnat québécois. Ça s'est déroulé comment, cette première expérience-là? Puis comment tu t'es rendu à ta première compétition d'homme fort? Ben, premièrement, la première compétition, j'avais presque pas eu d'entraînement. Moi, j'avais connu des gars qui s'entraînaient sur mon lieu de travail. Ils se servaient de l'entrepôt pour entraîner les hommes forts. Puis j'étais allé essayer ça un peu pour le fun. Puis on dit, Crime, il dit, j'étais capable de lever les affaires. Il dit, essaye donc la compétition. Il dit, il va y avoir plein de monde là-bas, tu sais, juste pour essayer ça, pour le fun. Puis il y avait 3 épreuves de qualification. Fait il y avait, je me rappelle, il y avait la tire assis, tir de camion assis. Il y avait le soulevé de terre de l'auto. Puis il y avait une bascule de pneus. Puis j'avais terminé au 17e rang sur à peu près une trentaine d'athlètes à l'époque. Je n'avais pas réussi à me classer pour la finale, mais j'avais battu à peu près tous les gars qui s'entraînaient justement au local à Munery. Fait qu'ils ont dit, ouais, je me suis dit aussi, j'aurais peut-être commencé à m'entraîner. Tu sais, je suis capable de battre les gars, puis je ne m'entraîne pas. Puis j'avais vraiment aimé dans la compétition l'aspect de dépassement de soi. Là. Disons que cette journée-là, j'ai découvert dès la première épreuve à tir du camion assis que quand tu penses que tu es au bout et que tu n'es plus capable, il en reste encore dans le truc. Donc, sans entraînement, tu t'es rendu 17e au Québec à ta première année. Oui. Wow. Puis, donc, tu travaillais dans une meunerie, c'est ça que tu as dit? Ouais, je travaillais sur la ferme chez nous, puis dans le jour, j'allais travailler dans une meunerie. Fait qu'on faisait de la livraison de moulés, puis de la fabrication également. Fait que je travaillais physiquement toute la journée. Fait que oui, par la bande, je forçais tout le temps un peu. Ben oui. Mais je me suis rendu compte que, par exemple, assez rapidement, que l'entraînement et le travail physique, c'est deux choses complètement différentes. Ah oui, mais tu avais Puis, un background athlétique aussi, si je ne me trompe pas. oui, j'ai toujours fait beaucoup de sport chez nous. Moi et mes sœurs ont fait de la compétition de ski alpin longtemps. Ben, j'ai joué au hockey comme à peu près tout le monde. J'ai fait beaucoup de sports de compétition. C'est pas de quoi qui me faisait peur d'essayer la compétition d'homme fort. C'était de quoi qui était assez inconnu, par exemple. J'ai des gars qui m'ont pris sous leur aile un peu puis m'ont appris à m'entraîner. Parce que le seul background que j'avais, c'était mon cours d'éduc que j'avais fait au cégep. C'était assez basique. Puis ça a commencé comme ça. Puis 2 ans plus tard, j'étais déjà sur la Coupe du Québec des hommes forts. Ah oui. Puis maintenant, troisième au monde, est-ce que tu es en mesure de vivre de ça à temps plein? Ouais, je dirais que je peux vivre des hommes forts depuis 2013 environ, OK. que ça me permet de vivre de sport, mais tu vois que je suis un athlète qui compétitionne vraiment beaucoup Oui. pour justement essayer de ramasser le plus de bourses possible. Mais la situation actuelle est beaucoup plus facile que ce que j'ai pu vivre dans le passé, étant donné que les prix en argent ont beaucoup augmenté dans les plus grosses compétitions sur la Terre. Là. Ça fait depuis 2015 que je fais partie du top 10, si on veut. Mais là, je suis capable de faire assez de revenus, disons, pour vivre du sport, mais à rien comparé avec les autres sports professionnels que les gens connaissent. Ben oui, c'est sûr. Puis c'est un sport aussi qui épargne pas ses athlètes. C'est très difficile. Il y a beaucoup de jeunes athlètes qui sont blessés souvent. De ton côté, tu n'as pas eu tant que ça de blessures majeures. Est-ce que tu as un secret par rapport aux autres pour éviter ces blessures-là? Ben, oui, il y a un facteur chance. OK. Ça, Ouais. on se le cachera pas. Mais j'ai toujours fait mes devoirs en termes de body recovery. J'ai jamais négligé les traitements, l'étirement. Ben, jamais, c'est pas vrai. Je l'ai négligé en début de carrière, mais je me suis vite rendu compte que ça marchait pas comme ça. Là. Ouais. Fait que, ça, c'est super important. Mais il y a tout le temps l'aspect accident dans les compétitions d'hommes forts. J'ai vu malheureusement des dizaines d'athlètes se blesser, puis ça a mis terme à leur carrière, malheureusement. Ouais. Et, c'est quand même un sport très brutal, mais je pense que l'évolution du sport a fait en sorte que, tu sais, un tendon, là, ça ne se renforce pas dans un après-midi, hein, tu comprends? Ouais. Mais j'ai vécu l'évolution du sport
venir jusqu'à aujourd'hui. Je pense que cette augmentation-là progressive des charges et de la difficulté des compétitions a permis à mon corps de s'adapter au fil des ans. Mais présentement, avec les charges auxquelles les nouveaux athlètes sont exposés, je ne pense pas qu'on voit encore des carrières de 15-20 ans dans le sport, dans les sports de force. Ah oui, parce qu'on, mettons, Gedrunas Savikas, il a fait 24 ans de carrière. Il y a des athlètes qui ont duré longtemps. Mais donc, tu penses que c'est rendu quasiment trop lourd pour que les corps des hommes forts puissent durer longtemps? Oui, carrément, parce que Savikas, puis moi, exemple, que Savikas a commencé bien avant moi, il a connu la progression des charges. Fait que son corps s'est adapté. Mais les jeunes, maintenant, commencent à un niveau extrêmement élevé qu'on ne connaissait pas dans le passé. Fait que je pense que c'est pour ça qu'on voit plus de blessures. Puis, check un athlète comme exemple, Mateusz Kelkowski, il va en être, je pense qu'il est rendu à 6 opérations déjà. Ouais. C'est quand même des blessures assez sérieuses. Puis il se demande même présentement, il essaie de revenir de son opération triceps, que ça fait 3 fois qu'il lâche. Moi, je parle presque à tous les jours à cet athlète-là. Puis, ça le stresse. Il y a des craintes de jamais être capable de revenir au niveau. Ben oui. Ben oui, ça se comprend. Puis du côté des hommes forts aussi, il faut le souligner. Je pense que c'est pas une saison comme on voit au hockey, par exemple, où tu as 4 mois de pause. Là. À la rigueur, tu pourrais compétitionner pendant 12 mois de l'année si tu voulais. Oui, là, c'est sûr que c'est un peu spécial là, avec ce qui s'est passé avec le COVID, là, mais ordinairement, on a des compétitions à l'année. Dans les dernières saisons, je me rappelle avoir compétitionné en décembre, puis le Arnold Santa Monica en janvier, puis le Arnold Classic en mars, puis le World Strongest. Tu sais, t'en as à l'année des compétitions. Avec les gars compétitionnent beaucoup, justement, premièrement, dans le but de s'améliorer, puis dans le but d'amasser des prix en argent pour être en mesure de vivre de ce sport-là. Puis sans être, disons, alarmiste, mais je te dirais que le top 10 mondial, c'est même pas assez. C'est le top 5 que ça prend pour vivre de ça, à moins qu'ils rendent de l'argent d'ailleurs. Mais si on parle de vivre avec tes bourses, il faut que tu sois dans le top 5. Ah oui. Puis des compétitions aussi, on a dit qu'il y en a à l'année. Il y en a qui, des fois, sont planifiées. Puis là, finalement, bon, il y en a une qui, c'est dans 3 semaines, finalement, le World Strongest Man. C'est arrivé des fois que ça soit planifié un peu dernière minute. Ça doit être dur de toujours préparer son corps pour être à 100% toute l'année, là. Oui, c'est sûr, mais en même temps, un homme fort, dans ma tête, à moi, c'est supposé d'être prêt à n'importe quand. OK. Tu comprends? Ouais. Fait que, quand même, qu'il m'annoncerait que le World Strongest Man, c'est la semaine prochaine, je te garantis que je vais être prêt. Ah oui. C'est la différence avec certains autres sports. Mais la plupart des athlètes professionnels, quand ils étaient rendus à un niveau dans les meilleurs au monde, c'est pas supposé de te prendre 6 mois à être prêt là, non plus. Là. Ouais. Tu comprends? On voit beaucoup ça au niveau amateur. Les gars, ils veulent avoir des épreuves, puis se pratiquer, puis nanana. Mais nous autres, dans notre cas, là, quand même que je ne saurais pas les épreuves, là, ça change absolument rien dans ma vie. Là. Inquiète pas, mais que la compétition arrive, tant que c'est la même situation pour tout le monde t'égale, sif, puis on va le faire. Ben, c'est parfait, ça. Puis sinon, par semaine, là, tu t'entraînes environ combien de fois durant la saison? Dans la semaine, tu veux dire, Ouais. on va mettre à peu près un 30 heures de dédié à l'entraînement. Ça va inclure les stretching, les exercices de mobilité, le temps passé dans le gymnase, le temps passé avec les épreuves. Puis peut-être en surplus, on ajoute à ça les traitements là, que je ne compte pas dans le 30 heures. C'est vraiment de l'entraînement en temps plein, carrément. Mais tu sais, il y a des athlètes pareils aujourd'hui, qui font partie justement des meilleurs au monde. Jerry Pritchett est un excellent exemple. Il a une job à la semaine. Là. Ouais. Il travaille dans l'entreprise familiale. Ils ont une shop de machinage, puis de travail le métal. Puis il travaille à journée longue, s'entraîne le soir, puis garde, il a fait le 4e au World Strongest Man. Fait que c'est possible de se faire aussi parce que c'est pas évident, justement. Juste vivre du sport. C'est peut-être plus facile pour les athlètes qui sont en Europe de l'Est, mettons que le 1000$ US, il ne représente pas la même chose là, dans tous les pays. On s'entend. Fait que les pays les plus pauvres vont tirer avantage de ça. Mais ici, disons en Amérique, regarde, au Canada, je suis le seul qui peut vivre de ça. C'est pas compliqué. C'est ça, parce qu'il y a d'autres athlètes au Canada qui ont quand même fait leur marque à l'international, Jimmy Paquette, Maxime Boudreau, mais eux autres ne peuvent pas vivre de ça, donc c'est sûr que ça leur prend plus de temps dans la semaine là, pour pouvoir s'entraîner finalement. Là. Oui, c'est certain, parce que pour vivre de ça, il faut que tu sois assez bon pour aller chercher des grosses bourses. Oui. Puis Maxime, puis Jimmy, c'est des athlètes encore qui ont leur preuve à faire, finalement. Comme j'ai passé par là aussi.
Ouais. Mais tu sais, souvent, le voyage n'est pas payé. Ils sont obligés de débourser pour se déplacer. Puis, quand tu, par exemple, tu fais partie du circuit Arnold classique, tu peux aller participer, mais si tu finis en bas de top 6, c'est zéro. Ah, Il n'y a pas d'argent. Fait que, tu sais, comme Jimmy, c'est un exemple. L'année passée, il a fait, je pense, c'est 4 compétitions en 2019 sur le circuit Arnold. Ben, il a fini 3 fois 7e. Ça, c'est un petit peu décevant. Puis une fois 6e à Arnold Europe, ça lui a donné 1000 pièces. On s'entend que tu ne peux pas vivre avec ça. Tu comprends? Puis ça lui a coûté plus cher que ça se rendre là-bas parce que lui, ses dépenses ne sont pas payées. C'est juste les finalistes comme moi qui payent, qui ont leurs dépenses payées, leur hôtel, les repas, ces choses-là. Fait que c'est pas facile pour les gars. Il faut qu'ils travaillent très, très fort. Il faut qu'ils se concentrent sur leur entraînement. Puis la différence aussi, c'est que maintenant, des gars de calibre international, de bon calibre, comme, mettons, Jimmy puis Maxime Boudreau, il y en a quand même beaucoup. Ouais. C'est justement, il faut qu'ils trouvent le moyen de se démarquer. Puis un jour, je suis convaincu qu'ils vont réussir à avoir leur chance, faire la finale du World Strongest Man ou faire la finale du Arnold Classic. C'est là que ça va déboucher. Puis là, les invitations vont arriver, puis les opportunités. Puis c'est difficile également d'avoir des gros commanditaires au Canada, justement, pour te permettre de vivre de ça. C'est pratiquement impossible. Souvent, les commanditaires vont arriver une fois que ton chemin va être fait dans le sport. Ah oui. Dans le fond, tu les as une fois que tu n'en as plus besoin. On voit ça souvent aussi dans les sports professionnels. Les gars, ils ont des gros commanditaires, ils sont déjà rendus millionnaires. C'était avant qu'ils en avaient besoin. Tu comprends? Oui, pour le développement. C'est ça. Oui. Puis sinon, écoute, les compétitions, là, il y en a partout au monde. Tu as fait des dizaines de pays. Est-ce que tu as des expériences de voyage qui t'ont marqué davantage là, par rapport aux compétitions? Ah oui, c'est sûr. Je te dirais que le World Strongest Man, ben là, ça a changé un peu dans les dernières années, mais ça nous permettait souvent de faire des voyages qui duraient 2 semaines. Puis on a vu des très, très belles places là, au fil des ans. Là. Je me rappelle la première année qu'on était allé au Botswana. On a fait des safaris là-bas. Je te dirais c'est même le plus beau voyage que j'ai fait dans ma vie. Ah oui. Il y a des voyages qui sont plus le fun que d'autres. Aller à Arnold, Australie, là, in and out, un 35 heures d'avion total pour voir le Convention Center puis l'hôtel à Melbourne, c'était un peu ordinaire, tu comprends? Il n'y a pas grand kangourou là, à Melbourne, centre-ville. Mais souvent, on a des belles expériences. Puis je te dirais que les plus beaux voyages que les athlètes vont faire, c'est souvent pendant le World Strongest Man. Puis on va souvent au Moyen-Orient également avec le World Ultimate Strongman. Puis ils font voir toutes sortes de chances. Puis à la fin de ça, c'est bien beau les bourses, puis les résultats en compétition. Mais c'est quoi qu'on se rappelle des années plus tard? Ben, c'est de ces expériences-là qu'on a vécues lors de ces voyages-là. Fait que c'est ce que je retiens. Ben oui, certainement. Puis là, tu parlais du Moyen-Orient, justement. Tu t'en vas à Bahreïn le 13 mars pour une compétition World's Ultimate Strongman. Tu vas affronter 15 autres athlètes internationaux. Est-ce que tu es confiant pour cette compétition-là? Oui, j'ai des super bonnes épreuves. Puis, je suis quand même en très bonne forme physique. J'ai des bonnes chances de gagner cette compétition-là. Du moins, faire le podium, ce que je pense. Mais il y a une épreuve, on ne sait pas c'est quoi. Ouais. Un mystery event que j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Là. C'est-tu quelque chose de complètement nouveau? C'est seulement une épreuve standard qu'ils ont décidé de ne pas dire. On ne le sait pas. On verra ça un coup rendu là-bas, mais c'est un peu le dernier de mes soucis. Là. Je vais être franc avec toi. De toute façon, le plus fort va gagner. Puis, justement, là, la compétition a été décalée là, de 2 semaines là, pour des raisons liées au COVID. Là. J'en ai pas eu plus d'informations, mais ça devrait se tenir le 13 mars au Bahreïn. Puis on a parlé d'une compétition aussi aux Émirats arabes en avril. J'ai pas plus de détails, si on veut. Fait que dans ma tête à moi, après ça, ça va aller au World Strongest Man qui est annoncé pour le mois de juin en Californie. Puis l'an passé, parlant du World Strongest Man, tu as fini troisième. Il restait 2 épreuves. Tu étais à égalité avec Alexei Novikov de l'Ukraine en tête. Je pense qu'on y croyait. Toi aussi, tu devais y croire. J'imagine que le titre Oui, était peut-être une possibilité. oui, j'ai eu le temps de le sentir un peu, mais malheureusement, je l'ai échappé lors d'une épreuve. Tom aussi a fait une erreur dans son World Strongest Man. Finalement, il a échappé l'enclume à la première épreuve. Je pense qu'il a perdu le titre à ce moment-là. Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'il a perdu le titre à la prise d'Hercule, mais à la prise d'Hercule, il n'a pas fait d'erreur. Il n'a juste Ouais. pas été capable de la tenir plus longtemps, tu comprends? Mais l'enclume qui a échappé, il a coûté cher. Moi aussi, j'ai fait une erreur. Novikov n'a pas fait. C'est lui qui a gagné. Oui, il le mérite.
Mais ça montre aux gens à quel point c'est serré maintenant, le calibre. C'est beaucoup plus serré. Puis on verra plus ça, là, des dominations de quelqu'un qui gagne toutes les compétitions, comme on a vu avec Zydrunas Savickas ou Marius dans le temps. Et que le calibre s'est élevé. Fait que ça a fait que le calibre s'est resserré. Maintenant, on se présente au Bahreïn. Je te dirais qu'il y a au moins 6 athlètes sur le line-up qui ont des très, très bonnes chances de remporter la compétition. Ça va être une solide compétition. J'ai hâte de voir l'état, la condition physique des gars. Mais ça ne sera pas facile. Il fait chaud au Bahreïn. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis il va faire chaud en Californie aussi au mois de juin. J'imagine que gagner le World Strongest Man cette année, ça va vraiment être ta priorité, là. Ah oui, c'est sûr. C'est Ouais. mon objectif. Puis je vais tout mettre mes énergies là-dessus. Il y a tout le temps l'aspect blessure, ça, on n'a pas le contrôle. Ouais. Là-dessus, malheureusement, mais j'espère juste pouvoir être en bonne forme physique comme au World Strongest Man 2020. J'étais pratiquement dans le meilleur de ma forme. Quand tu peux te présenter en compétition sans douleur et sans blessure, c'est déjà un bon bout, mais c'est ce que ça nous a permis de faire, d'avoir pas de compétition de l'année. C'est comme un avantage que les athlètes ont peut-être eu, parce que d'habitude, quand tu compétitionnes tout le temps, là, je te le dis, tu traînes des affaires, mais regarde, on compétitionne pareil, puis tu forces dessus. C'est pour ça qu'on a vu peut-être des meilleures performances, justement, cette année, en 2020. Mais je suis content de voir que ça revient. Puis en Californie, justement, ça va être un petit peu moins chaud au mois de juin qu'en Floride. Ouais. En Floride, on était sur la côte ouest, là, du côté de Tampa. C'était pas fret. Ben oui, puis l'an passé, il y avait eu, je pense, un ouragan aussi qui avait complètement balayé. Donc là, vous n'aviez pas eu de journée de repos au milieu en plus. Oui, c'est parce que 2020, d'habitude, ils font tout le temps ça, mai-juin. Là, ils ont décalé en novembre, en pleine saison des ouragans, mais on s'est fait pogner là-dedans un peu. Fait que ça n'a pas été l'idéal. Puis en 2019, on était au même endroit. Puis il a fait ça en juin. C'était 35 et plus tous les jours. C'est très, très humide dans ce coin-là. Mais regarde, il fait 35 pour tout le monde. Là. Fait que fais ton chiffre. C'est sûr. Mais tu sais, tirer un camion ou lever une auto à 35 degrés, ça doit être encore moins évident. Oui, c'est moins évident. Surtout, on est habitué de s'entraîner ici au fret, chose que j'aime beaucoup. Là-bas, là, il fait fret, tu te mets du linge de plus un peu, mais quand il fait chaud, faut que tu vives avec ça. Ça affecte les performances, là, sérieusement, mais c'est la même situation pour tous les athlètes. Fait qu'on le voit peut-être un petit peu moins. Puis, regarde, c'est le temps de donner ton maximum, tu le donnes. Mais niveau confort, les pays chauds, personnellement, c'est pas ce que j'aime le plus là, pour compétitionner. Ben oui, c'est sûr, tu es un gars du Nord, puis il y a beaucoup d'hommes forts qui viennent des pays nordiques aussi, là, donc c'est sûr que ça ne les avantage pas trop. Jean-François Caron, merci beaucoup d'être passé dans notre podcast. On souhaite la meilleure des chances à Bahreïn ainsi qu'au World Strongest Man qui va être au mois de juin. On va suivre ça avec intérêt. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci.